Christian Koumtog, un nom qui résonne avec engagement, militantisme, fierté et poésie. Né au Tchad et vivant actuellement aux États-Unis, bienvenue à l'émission Combat Plus spéciale invité. Merci infiniment. J'espère que vous n'êtes pas dépaysé au Sénégal. Pas du tout, j'attends que ma nationalité sénégalaise. Ah bon? Mais dis donc, c'est bien, comme moi, j'ai fait cette démarche d'avoir la nationalité sénégalaise, étant d'origine sénégalaise. C'est vrai que c'est un pays assez ouvert. Alors on va un petit peu faire connaissance, vous allez nous parler de votre parti, de qui vous êtes précisément. On aimerait connaître un peu plus de Christian. Je suis à votre disponibilité, merci une fois de plus. On vous écoute. Christian Djimra Koumtog, né à N'Djamena, la capitale du Tchad, en 1984, le 7 avril. J'ai grandi au Gabon. De l'âge de 4 ans à 8 ans. Mon père était à la CEEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. C'est une agence qui maintient, soutient la sous-région. Et de là, nous sommes revenus au Tchad en 1994 avec l'arrivée du président Feu Idriss Déby en 1990. Et papa a été nommé ministre de la Communication entre-temps, donc ils sont revenus au Tchad. Il a occupé plusieurs postes et l'un des derniers postes, c'était aux Nations Unies en 2000. Et ainsi, nous sommes allés aux États-Unis d'Amérique. J'y réside depuis 24 ans. Et bon, en tant que... je suis avant tout écrivain. L'un des poètes les plus remarquables, c'est le grand Senghor, qui fut votre premier président, que j'admire. Je reconnais que la poésie peut et est aussi une force qui peut changer la conscience des gens. Je suis activiste de nos jours. Il y a aussi des activistes alimentaires, donc je me considère militant. Pas qu'un activiste. Et je travaille dans l'énergie solaire. Très bien. Merci. Alors vous êtes un activiste, donc quel est votre parti? Quel est le nom de votre parti? Ouais, c'est le mouvement de l'unité tchadienne, africaine. C'est avant tout la libération. On doit chacun libérer son propre pays afin de créer cette synergie africaine, MUTA. Très bien. Je pense que vous avez suivi l'actualité au Sénégal. Vous êtes actuellement avec moi au Sénégal. Alors, vous vous situez plus vers Kémi Séba ou plus vers Sonko? Je pense que je suis... qu'on combine les deux. Entre les deux, oui. Entre les deux, parce que il n'y a pas qu'une seule forme de lutte, de résistance. Une personne comme Kémi Séba, depuis même... son expulsion du Sénégal, symboliquement, elle a brûlé un billet, je ne sais plus si c'était 5 000. C'était un billet CFA, mais je ne me suis plus très bien. Mais dernièrement, on lui a aussi retiré sa nationalité française parce qu'il tient quand même des propos assez lourds de conséquences contre la France et contre Macron, qui est un peu... Voilà, c'est pourquoi je vous demande, où est-ce que vous vous situez entre Kémi Séba, qui est assez un peu, je dirais pas violent parce qu'il n'est pas violent, mais voilà, c'est un peu dans l'extrême, je dirais. Tandis que Ousmane Sonko, lui, je dirais, c'est un peu plus dans la douceur, mais en imposant avec des actes moins virulents, moins violents. Je partage leur manière de lutter. Je pense que brûler le passeport français, c'est aussi symbolique, comme Kémi Séba l'a fait.
Je partage leur manière de lutter contre l'impérialisme, contre cette France. Et il faut noter que nous n'avons aucun problème contre les Français. Ce n'est pas le Français lambda qui souffre aussi comme nous, les Sénégalais, les Tchadiens, les Ivoiriens. C'est la politique française, la politique étrangère de la France, surtout dans ces anciennes colonies africaines, comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Tchad, etc. C'est une politique qui n'a pas de sens, aucun sens, parce que d'une manière monétaire, nous n'avons pas de monnaie. Bon, aussi, le niveau, disons, de méchanceté ou de colère. Vous avez quelqu'un qui n'a pas mangé pendant 2, 3, 4 semaines. Cette personne, des fois, peut agir d'une manière virulente, etc. Et vous avez des personnes qui, je peux dire, qui ont mangé hier, mais ne savent pas ce que cette personne va manger demain. Effectivement. Oui, et c'est la politique qui guide certaines décisions. C'est la politique qui régente, je dirais, le comportement de certaines personnes. Exactement. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec le retrait du franc CFA? Si oui, comment voyez-vous les choses? On doit le faire d'une manière stratégique. Je pense que j'ai appris ici au Sénégal que le Mali souffre plus ou moins, et on peut dire que beaucoup de choses n'ont pas été faites d'une manière stratégique. Oui, le franc CFA est une monnaie qui est même imprimée en France, si je confirme. Et comment peut-on être indépendant si la monnaie est encore étrangère imprimée au pays par l'ancien colon? Donc, on doit se retirer de ce système. Mais comment voyez-vous l'indépendance donc du continent en réalité, l'indépendance du continent? Donc est-ce que pour vous, vous avez dit tout à l'heure que vous n'étiez pas contre les Français, j'entends bien, mais comment voyez-vous donc l'avenir de l'Afrique? Pas forcément que le Gabon, pas forcément que le Tchad, pas forcément que le Sénégal, donc du continent africain. Comment voyez-vous en fait son avenir sans les étrangers? Est-ce que c'est votre philosophie? C'est pas du tout bon. Parce que ce ne sera pas bon aussi pour l'économie. Exactement, c'est le militantisme panafricain. Ce n'est pas une attaque contre une personne. Ce sont des pratiques archaïques. Il faut reconnaître que nos dirigeants dirigent d'une manière archaïque depuis le Tchad, depuis le Gabon. C'est une manière archaïque. On doit revisiter cette manière de gouverner. Est-ce que la démocratie, en tant que telle, la démocratie française, fonctionne pour l'Afrique? On doit revoir si on a besoin de faire des conférences, des workshops. Je pense que nous sommes prêts en tant que jeunesse africaine. On doit revoir ces anciennes pratiques depuis les années 60 ou depuis les années 1900. Bon, moi je suis étranger chez les Américains. Donc on ne peut pas dire qu'on ne peut pas voir des étrangers dans ce pays. C'est la politique étrangère de ces grandes puissances. Ces politiques étrangères sont à revoir. Alors, quels sont les défis spécifiques auxquels vous avez été confronté en tant que militant? Oui. Les défis, vous voyez, j'ai mes parents qui sont toujours en Afrique, au Tchad particulièrement, et je peux vous dire que vous avez vécu avec l'arrestation de Sonko et certaines choses, vous avez vécu des moments durs. Il y a eu des décès, il y a eu 14 morts lors d'une manifestation déjà, et ensuite il y a eu d'autres morts également. Exactement. Au moins vous avez cette liberté d'expression. Manifester est un droit universel. Mais les manifestations ont été orchestrées, mais par force, attention, par force, parce qu'il y a eu des refus en fait. D'où les décès par la suite, il y a eu des refus, donc c'est vraiment quelque chose. En fait, Sonko a arraché en réalité son droit de parole. Bon, j'admire
cette liberté d'expression. Je veux comparer votre système au système tchadien. Personne n'est permis de manifester. Je vous promets que si je prends des pas légaux pour faire la demande de manifester, catégoriquement, c'est interdit. Et pas possible. Le 20 octobre, quand le président Mamad Déby s'est forcé, parce qu'on a eu une transition après la mort de son père. Vous vous imaginez le pouvoir du père au fils, comme si c'était une monarchie, comme si le Tchad était un royaume. Et ça, déjà, c'est déjà fou. Mais comme au Togo, comme au Gabon, Omar Bongo au Gabon, Ali Bongo au Togo, Faure Gnassingbe, président après 50 ans entre père et fils, c'est fou. Mais en revenant au Tchad, après avoir prolongé ces 18 mois, Mamad Déby s'est forcé à rester. Le peuple tchadien s'est soulevé. Nous avons manifesté de partout la capitale. Et vous vous imaginez, plus de 300 morts. Vous voyez? Bon, je peux pas. C'est vraiment dans l'extrême. Ce n'est rien. Déjà, les 14 morts au Sénégal, c'était très grave. Alors 300, imaginez-vous. Vous imaginez. Et le truc qu'on ne comprend pas, c'est cette manière de cacher certaines choses. Je ne sais pas pourquoi le Tchad est si précieux ou si tabou pour les institutions internationales comme l'Union européenne, l'Union africaine, les Nations unies, mais personne n'en a parlé. On ne dit rien, on ne sanctionne personne. Mais pourquoi? Et je me pose cette question aussi. Le Tchad est stratégique. Dans l'intérêt de qui? De quelle structure? De quel organisme? Des pays occidentaux, en particulier la France, puisque nous avons plus de 3000 militaires français au Tchad. Nous avons au moins 5 bases militaires et aériennes au Tchad, en Côte d'Ivoire. Donc, en 2024, nous avons toujours des bases militaires dans nos pays. Est-ce que vous voyez des militaires sénégalais et tchadiens en France? Avons-nous des bases militaires africaines en Europe? Pourquoi ça se fait que les Américains ont des bases militaires en Afrique? C'est même inconcevable quand on y pense. Les Russes maintenant, et tout ce qui se passe, ces crimes, ces guerres, ces génocides au Soudan. La vraie raison, c'est qu'il y a la présence russe qui est une menace pour ces anciens colons. La présence russe, puisque les Russes sont maintenant au Burkina, les Russes sont au Mali, les Russes sont en République centrafricaine, nos voisins. Donc, géopolitiquement parlant, en répondant à vos questions, la question du Tchad, des fois, elle est cachée parce que ça n'arrange pas le gouvernement français, ça n'arrange pas le gouvernement américain. Je pointe du doigt ces pays qui profitent en réalité économiquement alors. Parce qu'il y a forcément un enjeu, économique en réalité. Parce que c'est toujours de l'argent. Ben, c'est toujours de l'argent. Le Tchad est riche. Vous imaginez un pays comme le Niger. L'uranium sort du Niger. La population du Niger n'a même pas accès à l'électricité. Mais des fois, on doit se dire que ce n'est pas normal. Pourquoi ça se fait que le blanc se réveille, mange 3, 4 fois, des fois jette la nourriture dans la poubelle, et l'Africain doit attendre des fois une semaine avant de manger. Oui, non, on a tout, ça me rend émotionnel. Non, je sais, parce qu'on a toutes ces ressources, toutes ces matières au Sénégal. Ouais. Je comprends très bien. Si vous pleurez, je vais pleurer aussi sur le plateau. Ça va être difficile. Et moi, si je commence à pleurer, ça va être très dur de m'arrêter. Mais je comprends parfaitement la situation. Moi, ce qui m'a fait mal au Sénégal en venant pour la première fois, c'était de voir un père de famille, et ce n'est pas des petites familles. Ce qu'on dit en France, famille nombreuse, c'est une famille normale au Sénégal, de 5-6 enfants, sortir pour aller récupérer 2000 francs et nourrir toute la famille avec 2000 francs. Exactement. Cette image m'a choquée. Et effectivement, lorsque vous parlez qu'une famille française, étant française, donc forcément je me sens impliquée. Et donc quand vous dites oui, on a 3-4 repas, mais c'est vrai, on a le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter. Et on ne rigole pas avec le goûter. Hein. Le goûter et le dîner. Et tout ça, en gros, ça va être si je convertis en francs CFA, ça va être un 20 000 francs CFA. Ouais. Et il n'y a pas de problème, et c'est normal. Et ici, c'est 2000 francs et il a eu du mal à récupérer ces 2000 francs. En fait, c'est vrai que c'est un peu douloureux et personnellement, je ne comprends pas aussi. Ça veut dire que le continent africain est tellement riche. En fait, c'est-à-dire que Dieu
a mis sa main sur le continent et de sa main est sortie toutes les richesses. Et ça me rend dingue. Ouais. Et donc effectivement, être indépendant, c'est pas plus mal. Moi personnellement, je crache pas sur la France et autres parce que honnêtement, on est bien lotis. Mais je suis dans la logique. Il faut que le continent soit indépendant. Mais si le continent devient indépendant, ça devient la première puissance mondiale. Exactement. Parce que si le continent devient comme Wade le voulait, les États-Unis d'Afrique et Kadhafi. On a pointé du doigt Kadhafi, mais Kadhafi, effectivement, il a tué pas mal de personnes. Ouais. Mais il a levé pas mal de personnes aussi. Il a levé son peuple. Ouais. Ouais, donc, je ne suis pas pour les meurtres, ça, jamais de la vie, etc. Mais il y a toujours des dommages. Voilà, la vie humaine est sacrée. Mais c'est vrai que voir le continent africain indépendant, on passe demain première puissance mondiale. Et ça va déranger énormément. Je confirme. Et c'est depuis les années 1900, hein, c'est un niveau de méchanceté qui va au-delà de l'entendement. Vous voyez, c'est des contrats qui, à 90%, c'est les Français qui bénéficient. Qui sont majoritaires. Oui. Donc, nous, on parle de contrats, au moins, faisons 50-50, 50-50. Hein, on commence là. Parce que... Et sachant que c'est même pas encore juste. Sachant que c'est pas encore juste. Là, c'est ma manière plus ou moins diplomatique d'aborder cette question parce que on ne peut pas continuer à gagner des miettes. Vous venez au Congo, mais je vous dis que tous les pays francophones, c'est la même chose qu'on subit. Au Congo, le pays le plus riche du monde, regardez la population du Congo et personne ne dit rien. C'est grâce au Congo qu'on a les Tesla, on a les voitures électriques et consorts ou la technologie. Mais les Congolais en majorité n'ont rien à manger. C'est grave. Niger, pas d'électricité. Burkina Faso. Et des fois, il faut dire que le fait que le Mali a dit France, Assimi Gota s'est levé et a dit non, trop c'est trop. Ibrahima Traoré se lève, trop c'est trop. Au Niger, Tiani, je pense, trop c'est trop. Son co s'est levé et a dit trop c'est trop. Ouais, c'est comme ça. Mais il faut aussi être stratégique puisqu'il y a plein de points de vue qui étaient la CEDEAO. Est-ce que la population bénéficie du départ de ces trois pays de la CEDEAO? Il y a plein de choses qui... Je pense que nos chefs d'État, au lieu de créer des conférences Afrique-France, Amérique-France, maintenant, Dubaï, je ne sais pas, les Émirats de France, Russie, France, les chefs d'État africains doivent avoir des conférences afro-africaines dans le continent afin d'aborder ces questions qui sont fondamentales, tout simplement. Merci. Tout le monde veut aller en Europe, en Asie. Et nous sommes un continent, on a des conférences Afrique, France, USA, France. Il y avait le sommet France-Afrique avec Macron, oui, je m'en souviens bien, on avait même écrit des articles dessus. Alors vous êtes en contact avec pas mal d'Africains, oui, de la diaspora. Alors comment organisez-vous pour un continent meilleur? Quelles sont les prochaines étapes avec cette diaspora-là? Nous avons besoin d'échanger. Je remarque que même en Afrique, les gens ne connaissent pas le Tchad. C'est le truc le plus bizarre. C'est vrai? Oui, les gens ne connaissent pas le Tchad. Et nous avons besoin d'échanger en tant que peuple africain. Le Sénégal est le Sénégal, le Tchad est le Tchad, parce qu'en 1884, des Européens se sont réunis en Allemagne et se sont découpés l'Afrique comme un gâteau. Mais ça, une fois de plus, ça va au-delà de l'entendement. Et on doit faire marche en arrière, voir comment l'Afrique a été divisée. Et de ce fait, le panafricanisme est nécessaire. Des débats, des échanges. OK, la jeunesse sénégalaise, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas? OK, la jeunesse gabonaise, qu'est-ce qui va, qui ne va pas? La jeunesse burkinabé, qu'est-ce qui... Et ça va au-delà de la politique. C'est des jeunes qui veulent se redécouvrir. Effectivement. Ouais. Tout à l'heure, vous avez parlé de la communauté juive et de la communauté chinoise. Alors, ça m'a fait sourire parce que c'est vraiment ce que je pense. Mais est-ce que vous pensez que le continent africain est capable de le faire, sachant qu'il y a une forme de jalousie et d'envie entre Noirs nous-mêmes et entre Africains? Donc, déjà, entre pays différents, c'est la guerre. Mais pourquoi? Alors, est-ce que votre vision va pouvoir exister au futur? Il y a une expression qui dit pour mieux régner, il faut diviser.
Donc, la première chose, c'est rééduquer les peuples, nous rééduquer, enlever certaines informations que nous avons de nous-mêmes, d'autrui. Exactement. Donc, se rééduquer. C'est tout ça, la simplicité. C'est tellement vrai ce que vous venez de dire, c'est l'éducation, la rééducation. La rééducation, puisqu'on a été éduqué par les colons, nos grands-parents. Mais oui, on nous a dit tu es trop noir, on nous a dit tu as trop de grosses lèvres, on nous a dit voilà. Et donc on est en train de tout changer, même le physique, faire des crèmes éclatantes, le blanchiment de peau, donc c'est très grave. Effectivement, donc il faut rééduquer. La rééducation est nécessaire, comme je l'avais dit, des conférences entre nous, des échanges, mais aussi des partenariats. Oui. Il n'y a aucun sens d'être en concurrence quand nous sommes dans la pauvreté. Non, mais c'est tellement vrai. Mais c'est difficile avec la communauté noire. Vous le savez très bien comment ça se passe entre nous. Ça veut dire que quand quelqu'un crée quelque chose, l'autre, au lieu d'aider, il va vouloir créer la même chose et en face de lui. Et détruire ce que tu as créé. Et détruire. Donc c'est ça qui est un peu difficile parce que moi, personnellement, je partage complètement votre point de vue. Je ne suis pas contre les étrangers. Je suis pas. De toute façon, ça va être difficile, je ne parle même pas le Wolof. Mais c'est vrai que j'aimerais voir donc, un continent nouveau. Moi, je buvais les paroles de Wade. Je buvais, j'ai rencontré Wade, il m'a reçu, je buvais ses paroles. Les États-Unis d'Afrique, je vous assure que pour moi, c'était ça la vision. C'est-à-dire que si on était réunis... Ce que vous faites aujourd'hui, vous avez un Tchadien ici, ce beau sentiment. De toute façon, moi, je suis amoureuse de l'Afrique, donc ça va être très dur de me faire dégoûter de l'Afrique. Ça c'est le début du commencement. Vous voyez, c'est une forme de résistance, c'est une forme de lutte. Vous n'avez pas besoin que de brûler des passeports ou mon passeport français, j'y tiens, avec ça je peux aller partout, sans visa. C'est une forme de rééducation, d'où le nom Time for Africa. Voilà, la télévision s'appelle Time for Africa parce que j'y crois. Mais le nom de Time for Africa est venu comment? Le nom est venu parce que je regardais Wade, j'étais petite, c'est mon oncle qui m'emmenait là-bas. Et donc, parce que je voyais ça et je buvais ces paroles et je ne comprenais pas trop. Je me suis dit, mais c'est beau les États-Unis d'Afrique, juste le nom, ça, tu t'envoles avec ça. Et donc, effectivement, cette philosophie, moi j'y crois dur et fermement, mais maintenant, pour la mettre en place, c'est ça qui est difficile. Il y a tellement d'Africains riches. Il y a beaucoup d'Africains riches. Mais pourquoi ces Africains-là n'investissent pas chez les jeunes entrepreneurs africains? Et quand je parle de rééducation, je ne parle pas seulement que de nous, les pauvres, et nous ne sommes pas pauvres, mais je parle aussi de cette oligarchie africaine. Merci. On doit les rééduquer aussi. Merci. Et rééduquer même nos présidents. Honnêtement, l'humilité est clé parce que moi, si je suis un milliardaire et le reste de mon peuple, on n'arrive même pas à joindre les deux bouts, j'aurais honte. Pour tous nos milliardaires qui existent dans ce monde comme Elon Musk, on a plein de problèmes. Ces gens veulent aller dans la Lune. Mais c'est bizarre. Au lieu de résoudre ces problèmes qui existent sur Terre, sur la Terre, on dépense des milliards pour aller dans la Lune. Non, des fois j'ai les dents qui se serrent parce que je me dis, mais c'est pas possible. Des milliards partent là-bas et à côté, quand tu sors, tu as des femmes, des femmes. On n'a même pas parlé d'eau potable. En Asie, on a au moins 2 milliards de gens qui n'ont pas accès à l'eau potable. Non, c'est très grave. 2 milliards dans le monde. Mais après, il y a des hypocrites. Il faut parler des hypocrites. Après, il y a des autorités qui vont venir, qui vont aller creuser des puits et ramener tous les médias de la Terre pour dire oui, voilà, j'ai donné de l'eau à un village. Mais ça ne marche pas. Il y a combien de villages dans un pays? Des fois, on doit aussi dire, appeler le chat. De passage, j'avais mentionné que vous avez travaillé pour Nestlé, je me rappelle. Oui. Moi, j'ai travaillé pour Nespresso dans le domaine du café. Oui. Et ces compagnies, il faut le dire clairement, ils nous utilisent, l'eau que Dieu a donnée gratuitement, ils prennent ça gratuitement, ils emballent ça, des fois ils mettent des produits qui nous tuent. Et il faut le dire qu'il est temps de cesser toutes ces compagnies qui viennent en Afrique et prennent nos matières premières. Il est temps, si vous avez de l'or, de l'uranium, payer comme si vous allez payer les Arabes. Pourquoi vous traitez, pourquoi vous traitez les Arabes comme des dieux et nous les Africains, non, ça, par contre, ça, je suis contre ça.
on est des chiens. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, il est temps, it's time for Africa. Et malheureusement, c'est presque la fin de l'émission Combat Actu. Alors, dernière question, quels sont plutôt vos projets à venir avec justement votre militantisme, mais que je vois en fait qui vous tient à cœur. On a eu beaucoup d'émotions tout à l'heure à l'émission. Donc, quels sont les prochains événements et projets de Christian? Pour moi, puisque la situation politique au Tchad est plus ou moins dangereuse, je veux souligner qu'un des grands monsieur de l'opposition, Yaya Dillo, une personne crédible, je vous dis qu'il a été assassiné. 2 jours après, on annonce que les élections se feront au Tchad. C'est un monsieur du Parti socialiste sans frontières qui est même le cousin à Mamad Déby. Tu vois, au nom du pouvoir, ils éliminent leur propre cousin. Et il y a de cela 3 ans, la maman de ce monsieur a été éliminée par le père du président. Et ce que je veux dire, c'est que j'encourage le peuple sénégalais à venir en aide au peuple tchadien. Parce que nous sommes asphyxiés, je vous dis. Asphyxiés. Et nous, on fait de notre mieux à partir de l'étranger pour émanciper réellement nos frères. Mais les projets sont ces projets comme celui d'ici, de vous informer de ce qui se passe au Tchad. On parle d'élections, je vous dis que ce qui s'est passé ici, vos élections sont crédibles. Au pays, comme un pays comme le Tchad, nous savons que les élections seront truquées, que c'est que des formalités. Et une fois de plus, ils gaspillent de l'argent pour acheter ceci, pour cela, et ce sont des élections qui seront truquées. Marquez mes mots. En juin, ils vont annoncer que Mamad Déby a gagné les élections avec 60% ou 80%. Et notre cher Succès Massa, qui était aussi un opposant crédible, mais qui a rejoint la mangeoire, il faut le dire. On pensait qu'il était comme Sanko, mais il a rejoint la mangeoire, il est premier ministre du président et il compte aussi aller aux élections, mais une fois de plus, c'est une formalité. C'est, pour finir, nous, peuple tchadien, nous avons besoin non seulement du peuple sénégalais, mais on a besoin les Sénégalais ont besoin des Gabonais. Les Gabonais ont besoin des Congolais. Il est temps de mettre de côté ce titre qui n'est même pas le nôtre, Gabonais, Tchadien, etc., etc., et de travailler et de relever le continent africain. Et c'est du courage qui est nécessaire afin de voir la prochaine génération, nos petits-enfants, vivre mieux que nous. Effectivement. Ouais. Merci Christian d'avoir participé à cette émission. Il y a eu beaucoup d'émissions et en tout cas, Time for Africa et Combat Actu va vous suivre jusqu'au bout, au Tchad, aux États-Unis, partout. Merci. Quant à vous, on se redit donc à très bientôt pour une nouvelle émission avec un nouvel invité.